Leur histoire d'amour a commencé par une broche qu'elle a rendue. Et elle s'est achevée avec une broche qu'elle a gardée jusqu'à son tout dernier souffle. La plupart de ces bijoux ont fini par disparaître. Pourtant, leur romance gravée dans chaque ornement a survécu à l'effondrement de l'Empire lui-même. Dans cette vidéo, on va retracer l'incroyable destinée amoureuse du dernier tsar et de son impératrice. Accrochez-vous, c'est du lourd. On va voyager, depuis le cadeau timide d'un jeune héritier jusqu'aux créations absolument époustouflantes signées Fabergé. On va tout explorer. Des lettres secrètes, des gages d'affection touchants et même les trésors emportés clandestinement en exil. Chaque bijou est une fenêtre ouverte sur leur dévotion. Ensemble, ils révèlent une romance qui a bravé la démesure et les épreuves. Un amour qui a tenu bon malgré la douleur et la chute brutale d'une dynastie entière. Tout commence dans l'éclat éblouissant de Saint-Pétersbourg en 1884. Un décor de rêve. C'était la princesse Alix de Hesse, une gamine de 12 ans, super timide, venue pour le mariage de sa grande sœur. Sa sœur Ella épousait le grand-duc Sergueï Alexandrovitch, qui n'était autre que l'oncle du tsarévitch. Et l'héritier, c'était lui, Nicolas. Un jeune homme de 16 ans, plutôt du genre calme et pensif. Ce mariage familial, un pur coup du destin. C'est ce lien qui allait leur permettre de se recroiser et de changer l'histoire. En plein milieu du protocole hyper strict du mariage impérial, ces deux ados ont eu un déclic, une connexion instantanée, tout simplement. Leurs petits jeux innocents cet été-là, dans les parcs magnifiques de Peterhof, c'est vite devenu bien plus que ça. La légende raconte même qu'ils ont gravé un message secret trop mignon sur une vitre du cottage italien. Niki et Alix, on s'aime, simple, pur, mais tellement puissant. Nicolas s'était connu pour être super réservé dans ses journaux, mais là, il s'est ouvert comme jamais dès le départ. Il a confié à ses pages un rêve qui venait du cœur. Épouser Alix un jour, rien d'autre ne comptait. C'est un moment d'émotion hyper rare dans ses carnets, d'habitude remplis de faits très factuels. Cette petite étincelle ? C'était déjà le signe de la grande épopée romantique qui se préparait. Il était tellement sous le charme qu'il a décidé de lui offrir un cadeau. Il voulait marquer le coup. On dit qu'il aurait demandé à sa mère, l'impératrice Maria Féodorovna, une broche en diamant. Le grand jeu. Son but, présenter ce bijou étincelant à la jeune princesse pour lui prouver son affection. Toute gênée, Alix accepte. Mais le lendemain, gros coup de théâtre. Tout bascule. Elle retrouve Niki et, sans un mot, lui remet discrètement la broche dans la main. Elle refuse. Faut comprendre un truc. Alix était la petite fille de la reine Victoria. Et ça change tout. Son éducation était anglaise jusqu'au bout des ongles. Le protocole, c'était sacré pour elle. Pour une demoiselle élevée dans cette étiquette ultra stricte, accepter un cadeau aussi personnel et précieux, c'était juste impensable. Sans fiançailles, c'était considéré comme déplacé. Son sens des convenances a été plus fort que son cœur de jeune fille. La petite histoire dit que Niki, totalement blessé et perdu, a fini par donner le bijou ailleurs. Il a offert la broche à sa petite sœur Xenia, radicale, mais il fallait que ça sorte de sa vue. Et voilà comment le tout premier bijou de leur histoire a été rendu. Un début pour le moins mouvementé. C'est fou de voir comment une simple règle de politesse a pu lancer les bases d'une romance aussi légendaire. Ce qui a suivi, 5 longues années. 5 ans de séparation forcée et d'attente interminable. Le moment décisif arrive enfin en 1889. Alix a 17 ans et revient à Saint-Pétersbourg. À ce stade, leur petit béguin d'enfance s'était transformé en quelque chose de bien plus sérieux. De l'amour, le vrai. C'est pendant ce séjour que les sentiments de Niki se sont définitivement gravés dans le marbre. Il a écrit dans son journal qu'il l'aimait depuis une éternité et que cet amour devenait chaque jour plus intense. On n'était plus du tout sur un petit flirt passager, pas du tout. C'était devenu une conviction absolue. Elle était la seule. Mais leur route était loin d'être facile. Les obstacles surgissaient de partout, de tous les côtés. Le père de Niki, l'imposant tsar Alexandre III, avait déjà ses propres plans pour l'avenir. Pour lui, son fils devait faire un mariage politique stratégique, la raison d'État avant tout. Il visait sûrement une princesse française pour bétonner l'alliance avec la France. Pur calcul tactique. Alix, issue d'une petite lignée allemande sans grand intérêt à ses yeux, ne faisait absolument pas partie du scénario. De son côté, les obstacles étaient tout aussi massifs et bien plus personnels. Alix était une luthérienne fervente. Pour épouser l'héritier du trône de Russie,
Le choix était radical, elle devait se convertir à l'orthodoxie. Pour une jeune femme à la fois si profonde, l'idée d'abandonner la religion de son enfance était un véritable déchirement intérieur. Leur lien ne tenait qu'à un fil, des lettres. C'était leur bouffée d'oxygène, un pont d'affection jeté à travers une Europe divisée. On raconte qu'elle passait en secret par la sœur d'Alix, Ella, qui soutenait ces deux jeunes amoureux en cachette. Ils s'écrivaient en anglais. C'est devenu leur code secret. Un jardin privé qu'ils s'étaient construit pour eux seuls. Loin, très loin des regards indiscrets et du jugement sévère des cours royales. Et là, clin d'œil génial à leur rencontre, Alix a même donné un petit surnom secret à Nikki dans une lettre à une amie. Elle l'appelait l'homme à la broche ou Broschenmensch en allemand. On peut dire que son cadeau l'avait vraiment marqué. Et cette petite broche qu'il lui avait offerte ? Son histoire aurait pu s'arrêter là, comme un simple souvenir de jeunesse oublié, mais pas du tout. En fait, une légende absolument magnifique et romantique est née autour de ce cadeau rendu. Je vous le promets, on y reviendra un peu plus tard dans notre récit. Pour l'instant, l'Eurydice devait naviguer dans un champ de mine entre devoirs royaux et désaccords familial. Avant qu'un nouveau bijou n'entre en scène, un bijou qu'elle garderait pour toujours cette fois. Après 5 longues années d'attente, tout allait se jouer au printemps 1894. Le Gotha européen s'était réuni à Cobourg en Allemagne pour le mariage du frère d'Alix, Ernie. L'occasion rêvée. Nikki avait enfin arraché la permission de son père et il savait que c'était son moment. Il est allé voir Alix et lui a fait sa demande. Et là, le choc. Elle a dit non. Le problème ? Toujours et encore sa foi. Devoir choisir entre l'homme de sa vie et la religion de ses ancêtres, c'était un véritable supplice. Elle n'arrivait pas à faire le grand saut. Mais la famille, et surtout sa sœur Ella, s'en est mêlée. Ella s'était déjà convertie à l'orthodoxie, et elle a su trouver les mots justes pour lui parler. Ils ont discuté longuement, la rassurant sur le fait que leurs deux religions n'étaient pas si éloignées. Le lendemain matin, après une nuit de prière et de réflexion intense, Alix a pris sa décision. Elle acceptait. Elle serait enfin à lui. Le 7 avril, leurs fiançailles ont été officiellement annoncées au monde entier. Pour Nicolas, c'était l'explosion. Une joie pure, totale, sans l'ombre d'un nuage. Ce soir-là, il a vidé son cœur dans son journal intime. En écrivant ces mots, une journée merveilleuse, inoubliable pour le reste de ma vie. Le jour de mes fiançailles avec ma chérie, ma bien-aimée Alix. On sent presque le poids énorme qui quitte ses épaules à travers ses lignes. Cette attente interminable et incertaine était enfin terminée. Et dès qu'elle a dit oui, une avalanche de bijoux magnifiques a suivi. Normal pour la future impératrice de Russie. Parmi les cadeaux de fiançailles, il y avait une pièce vraiment spectaculaire. Une énorme broche en forme de nœud, retenant un médaillon orné d'un saphir gigantesque. Un bijou imposant, massif, typique du milieu du 19e siècle. Le genre de pièce faite pour impressionner. Comme tant d'autres trésors des Romanov, son destin reste aujourd'hui un mystère total. On pense qu'elle a été vendue aux enchères à Londres en 1927. Et depuis, on a perdu sa trace. Mais à côté de ces pièces officielles, il y avait des cadeaux bien plus intimes qui montraient l'affection de Nikki. Le premier d'entre eux, une broche Fabergé. On le sait avec certitude parce que le reçu original a survécu. Daté du 10 août 1894, il décrit une broche montée sur or. Au centre du bijou brillait une aigue marine de Sibérie absolument époustouflante. Le tout était entouré d'une dentelle délicate de diamants. Cette pièce exquise reste l'un des symboles les plus romantiques de leur histoire d'amour légendaire. C'est l'œuvre du maître artisan de chez Fabergé, Henrik Wikström. Oublier les cadeaux d'État ou les bijoux de famille, c'était un choix personnel, un geste intime de Nikki pour sa fiancée. Mais attendez, un autre bijou légendaire apparaît à cette époque, la couronne de perles Boucheron. Nikki l'a acheté pour Alix pendant qu'il rendait visite à la reine Victoria au château de Windsor. L'achat a été fait le 17 juillet 1894, une date qui, avec le recul, c'est terrifiant. C'était exactement 24 ans jour pour jour avant leur exécution. C'est le genre de détail qui vous glace le sang, pas vrai ? La couronne en elle-même était sublime. Un cercle de diamants d'une finesse incroyable, orné de perles en forme de larmes. C'était clairement l'une des pièces préférées d'Alexandra. On la voit la porter sur de magnifiques portraits, réalisés en 1898 et encore sur les photos officielles, marquant le tricentenaire de la dynastie Romanov en 1913. Elle y tenait par-dessus tout, elle l'a même emporté en exil à Tobolsk après la Révolution.
un rappel précieux de cet été de pur bonheur. Mais le destin en a décidé autrement. Leur joie allait être tragiquement courte. Cet automne-là, la santé du père de Niki, le tsar Alexandre III, a brusquement décliné. C'était la fin. Il s'est éteint le 1er novembre 1894. À seulement 26 ans, un Nicolas sous le choc et pas du tout préparé devient l'empereur de toutes les Russies. Et Alix, appelé en urgence au chevet du tsar, a rejoint l'église. Orthodoxe dès le lendemain, prenant officiellement le nom d'Alexandra Féodorovna. Leur mariage a eu lieu le 26 novembre, à peine une semaine après les funérailles du tsar. La cour était en deuil profond. Pas de grande fête, pas de réception joyeuse, ambiance pesante. Et évidemment, pas de lune de miel. La cérémonie dans la grande église du Palais d'Hiver, c'était un moment sombre, presque étouffant, une image déchirante, vous ne trouvez pas? Alexandra a d'ailleurs écrit à sa sœur à propos de cette journée en disant « Notre mariage m'a semblé ». Alexandra a écrit plus tard à sa sœur « Notre mariage m'a semblé être une simple continuation de la liturgie funéraire pour le défunt tsar. Avec une seule différence, je portais une robe blanche au lieu d'une robe noire. » Glaçant. Leur nouvelle vie n'a pas commencé par une célébration de l'amour, mais sous l'ombre massive de la mort. Un début poignant et de très mauvais augure pour un règne qui allait changer la face du monde à jamais. Une fois mariés, leur vie privée a commencé, et avec elle une tradition qui allait devenir légendaire. Si leur règne public était dans l'ombre, leur monde secret, lui, était rempli de lumière. Et cela s'exprimait par les cadeaux les plus incroyables imaginables. C'était l'ère Fabergé. Nicolas utilisait tout l'art du maître joaillier pour créer un langage amoureux unique pour sa femme. Les plus célèbres de ces trésors étaient bien sûr les œufs de Pâques impériaux. Et le tout premier œuf qu'il lui a offert en tant qu'impératrice, en 1896, est sans doute le plus personnel de tous. Connu sous le nom d'œuf en cristal de roche, ce n'était pas juste un bel objet, mais un véritable album miniature de ses souvenirs les plus chers. L'œuf est taillé dans un cristal de roche parfait, mais quand on presse l'émeraude au sommet, un mécanisme interne révèle 12 miniatures peintes avec une précision absolument dingue. Chacune d'elles montre un lieu spécial pour Alexandra avant et pendant sa vie avec Mickey. On y voyait le Neues Palais à Darmstadt, où elle est née, le château de Windsor et Balmoral. Et le plus touchant de tous, West-Coburg, la forteresse où elle avait enfin accepté sa demande en mariage. C'était un cadeau qui disait « Je te connais, je me souviens de notre histoire et j'en chéris chaque instant ». Cette même année, 1896, a aussi vu leur couronnement grandiose. Pour cette occasion monumentale, Nicolas a commandé une autre pièce extraordinaire à Fabergé, une broche en forme de rose. Mais attention, ce n'était pas n'importe quelle rose. C'était un chef-d'œuvre absolu, façonné pendant plus d'1 an par le joaillier August Holmström. Au départ, le design devait représenter un simple bourgeon serti de petites pierres. Mais le résultat final, un diamant jaune massif au reflet rouge, absolument spectaculaire. La broche terminée était encore plus incroyable que le croquis original. Elle ne contenait pas un, mais bien 2 diamants jaunes colossaux, pesant chacun environ 22 carats. Ce bijou, c'était l'incarnation même de la grandeur impériale. Un cadeau de couronnement digne d'une impératrice, rien de moins. Tragiquement, après la Révolution, cette rose magnifique a disparu à jamais. Elle a probablement été démontée, sa valeur historique et artistique sacrifiée pour le simple prix de ses pierres. 2 ans plus tard, en 1898, Pâques revient et avec lui un nouvel œuf qui en dit long sur leur famille qui s'agrandit. Voici l'œuf au muguet. Sa coquille est recouverte d'un émail rose translucide sublime, la couleur préférée d'Alexandra. Elle est ornée de brins de ses fleurs favorites, des muguets faits de perles et de diamants. Le tout dans ce style art nouveau qu'elle admirait tant. Mais bien sûr, la vraie magie d'un œuf Fabergé, c'est sa surprise. Toujours. Quand on tourne un petit bouton en perles sur le côté, 3 portraits miniatures s'élèvent gracieusement du sommet. Niki, en uniforme militaire, et leurs 2 premières filles, les petites grandes duchesses Olga et Tatiana. Le dos des portraits porte même la date de ce jour de Pâques, le 5 avril 1898. C'est un cadeau tellement tendre, tellement intime. Une petite photo de famille parfaite, figée dans le temps. Mais attention, leur cadeau n'était pas réservé qu'aux grandes occasions. Il marquait aussi des instants plus calmes, plus humains, même les moments de tristesse. À l'automne 1898, les vacances impériales sont assombries par la nouvelle du décès de la reine Louise de Danemark,
la grand-mère maternelle de Nikki. Il a dû partir pour les funérailles. Pour la première fois depuis leur mariage, lui et Alexandra allaient être séparés un long moment. Dans son journal, Yves raconte à quel point l'idée de la quitter lui déchirait le cœur. La veille de son départ, le 2 octobre, il offre à Alexandra un souvenir pour la réconforter. Une broche magnifique, avec une perle noire immense et rare, entourée de 8 gros diamants. Dans l'inventaire de ses bijoux, elle est notée simplement « en souvenir du départ de Sa Majesté pour le Danemark ». À son retour, quelques semaines plus tard, ils posent ensemble pour une photo. Et sur ce cliché, elle porte fièrement sa broche en perles noires et diamants. L'année suivante, 1899, apporte un cadeau qui est une pure déclaration d'amour. L'œuf à l'horloge au bouquet de lys est l'un des plus grands jamais créés par Fabergé. L'œuf lui-même est une horloge, habillée d'un émail jaune chaud et ensoleillé. Mais c'est l'aiguille qui rend tout ça spécial. Elle a la forme de l'arc et de la flèche de Cupidon. Le sommet est couronné d'un bouquet de lys en agate blanche pour la pureté, émergeant d'une couronne de roses en or, symbole éternel de l'amour. Le message est limpide, le temps passe, mais notre amour pur est éternel. C'est une pièce incroyablement romantique, vraiment réfléchie. En regardant ces premiers cadeaux, on voit leur vie défiler, entre souvenirs de jeunesse, portraits de leurs enfants, et symbole de leur lien indestructible. Dès 1900, Alexandra s'affirme enfin en tant qu'impératrice et surtout comme la détentrice de certains des bijoux les plus raffinés au monde. Les pièces reçues à cette époque révèlent le style de la Belle Époque, mais aussi à quel point Nicolas comprenait ses goûts personnels. Sa générosité était sans limite pour sa femme adorée. La parure d'émeraude, apparue vers 1900, capture parfaitement l'esprit du temps et la dévotion totale de Nicolas. On parle ici d'une collaboration avec le gratin de la joaillerie russe, les maisons Bollin et Fabergé. Nicolas y a commandé un ensemble coordonné qui allait devenir l'une des parures les plus photographiées d'Alexandra. Ce diadème était un pur chef-d'œuvre du style édouardien, une merveille d'élégance absolue. Imaginez des motifs de rubans et de volutes s'entremêlant, avec des fleurs de diamants et d'émeraude nichées au cœur de chaque courbe. La pièce maîtresse ? Une émeraude massive taillée en pain de sucre de 23 carats, trônant fièrement à l'avant. Le choix des matériaux montrait bien à quel point le commerce de luxe était déjà mondial à l'époque. Des diamants extraits des nouvelles mines d'Afrique du Sud, mariés à des émeraudes de Colombie, d'où son surnom de diadème colombien. Sophia Schwann a ensuite créé le collier assorti, reprenant exactement ces mêmes dessins de rubans et de volutes. C'est un détail technique qui prouve le talent de dingue des tailleurs de pierre de l'époque. En regardant les photos colorisées de l'inventaire soviétique de 1922, on ne peut qu'imaginer l'éclat de ces bijoux dans toute leur splendeur d'origine. C'était sûrement éblouissant. Mais attention, les émeraudes n'étaient pas la seule obsession d'Alexandra à cette période. En 1902, Nicolas a eu un véritable coup de foudre pour la topaze rose pour faire plaisir à sa femme. Entre avril et mai de cette année-là, il a acheté chez Fabergé un collier tout simplement sublime. 13 topazes et une broche pendentif assortie, le tout payé 4000 roubles. Une petite fortune. Pour Noël, il a même ajouté un diadème orné de 5 topazes supplémentaires. Il ne faisait pas les choses à moitié. Le style était très Louis XVI, décoré avec des nœuds et des fleurs en diamant. La classe absolue. Pourtant, l'achat le plus extravagant de toute cette période reste à venir. Il s'agit du sautoir en perles et rubis que Nicolas a négocié via le frère d'Alexandra en 1900. Et croyez-moi, les registres financiers de l'époque sont d'une précision chirurgicale sur cet achat. En octobre 1900, la banque Volga Kama a reçu l'ordre de verser 80 000 marks allemands au grand-duc de Hesse. C'était le plus gros paiement personnel jamais effectué par Nicolas de tout son règne. Rendez-vous compte. Ce n'était pas pour l'État ou un quelconque emprunt, mais bien pour un cadeau purement privé. Finalement, le 30 octobre, une boîte arrive d'Allemagne avec 5 seaux de sécurité contenant ce qu'on décrivait alors comme un collier de très grande valeur. Le résultat final était spectaculaire. Un long sautoir de perles fines rythmé par 11 rubis massifs. Des diamants et des rubis plus petits brillaient sur toute la pièce, comme le précise l'inventaire de 1933. À cette époque, l'évaluation soviétique a estimé ce sautoir à 75 000 roubles. C'est colossal. Cela en faisait l'une des pièces les plus onéreuses de toute la collection personnelle de l'impératrice. Mais comme beaucoup d'autres trésors, son destin après la découverte à Tobolsk reste un mystère total.
On a beaucoup parlé d'émeraudes et de perles rares, mais il y a une pierre qui touchait Alexandra au cœur. Une gemme spéciale qui semblait avoir sa préférence, l'Egmarine. Son bleu éthéré et si léger se mariait parfaitement avec les tons pastels de la mode édouardienne. C'était aussi le complément idéal pour les émaux délicats des créations de son cher Fabergé. C'est une couleur qui évoque la clarté et la paix, un thème récurrent dans ses bijoux les plus intimes. Et l'un de ces bijoux en Egmarine, une pièce qu'on connaît déjà, a une histoire de survie incroyable. C'est sans doute l'une des histoires les plus folles de toute la collection impériale. Écoutez bien. Vous vous rappelez la broche Fabergé en Egmarine et diamant que Niki lui a offerte pour leur fiançailles? Eh bien, elle ne l'a pas laissée derrière elle. Elle l'a emportée en exil avec la famille jusqu'à Tobolsk. Quand les bolcheviks ont fini par découvrir les trésors cachés de la famille impériale, cette fameuse broche figurait bel et bien sur la liste des objets inventoriés. Contrairement à tant de joyaux qui ont été démontés ou fondus, celle-ci a survécu. Elle a réussi à sortir de Russie pour finir, des années plus tard, chez les célèbres joailliers Wartsky à Londres. C'est un véritable petit miracle quand on y repense. Quelle épopée! Dans une vie ravagée par le deuil, ce tout premier souvenir de leur amour a réussi l'impossible. Tenir bon. Il est toujours là aujourd'hui. Un lien bien réel avec cet été radieux de 1894. Mais attention, sa collection cache un autre trésor, bien plus imposant. Une Egmarine absolument monumentale. On parle ici du kokochnik d'Egmarine de chez Koch, et croyez-moi, son passé est on ne peut plus mystérieux. Forgé aux alentours de 1910, ce diadème est un véritable chef-d'œuvre du design allemand. Imaginez des Egmarines rectangulaires montées sur platine et or massif. Le tout dans le pur style traditionnel russe. Il appartenait sans aucun doute à Alexandra, mais après, c'est là que ça devient flou, très flou. Bizarrement, il n'apparaît nulle part dans les inventaires soviétiques, ce qui veut dire qu'il a quitté la Russie par des chemins, disons, détournés. Son voyage à travers le XXe siècle, c'est comme une immense partie de téléphone arabe. On le revoit lors d'une vente chez Sotheby's dans les années 80, puis plus rien, évanoui dans la nature. Aujourd'hui, on pense que cette pièce magnifique repose enfin à l'Albion Art Institute. Enfin, normalement. Qu'il ait survécu prouve une chose, la fascination pour les bijoux des Romanov ne mourra jamais. C'est un fantôme qui continue de hanter les salles de vente les plus sélectes de la planète. Mais ce monde doré de Fabergé et de parure impériale ne pouvait pas durer éternellement. Quand la Première Guerre mondiale a embrasé l'Europe, les salles de bal ont laissé place aux chambres d'hôpital. Triste réalité. Fini le faste. Le langage des pierres précieuses a été remplacé par l'intimité de leurs lettres. Et les lettres d'Alexandra de cette époque, elles sont incroyablement révélatrices sur ce qu'elle vivait. En juin 1916, alors que Nicolas était au front, elle lui racontait sa vie quotidienne. C'était un mélange de devoirs impériaux et de la réalité parfois banale de la guerre. Elle lui parle du temps qu'il fait, mais aussi de cette étrange brume dans le ciel, provoquée par les tirs de canon. Elle décrit précisément une opération éprouvante de 50 minutes sur un vieux colonel, là, dans leur hôpital. Elle raconte son épuisement. Rester debout des heures, passer les instruments. L'horreur, quoi. C'est ce contraste entre l'immensité de l'histoire et l'intimité du moment que je trouve si bouleversant. Leurs lettres étaient leur oxygène. Un espace calme où il n'était plus que Niki et Alix. Mais après la Révolution, tout s'effondre. La famille est envoyée en exil, à Tobolsk, au fin fond de la Sibérie. Dans cette captivité brutale, Alexandra prend une décision désespérée pour sauver ses trésors les plus chers. Elle confie une grande partie de ses bijoux privés à un petit groupe de fidèles. Le dernier carré. Les bijoux sont exfiltrés en secret et cachés dans des cuves en bois et des récipients en verre. Un secret protégé par un vœu de silence absolu. Et pendant 15 longues années, le secret a tenu. Mais en 1933, la police secrète bolchevique finit par briser le vœu d'une religieuse. La cachette est découverte. Une partie du trésor revoit enfin la lumière du jour. Il dresse un inventaire, 154 objets au total. Chaque pièce est photographiée et expertisée, juste avant de disparaître à nouveau. Le numéro 2 sur la liste, une broche spectaculaire en forme de croissant de diamant. Une merveille. Les soviétiques l'évaluent à l'époque à la somme astronomique de 310 000 roubles. Il y avait aussi des souvenirs plus personnels, comme les petites surprises cachées dans les œufs Fabergé. Un trèfle à 4 feuilles en diamant, un médaillon avec le portrait de son fils Alexeï,
Tout ça est aujourd'hui perdu. Alors, qu'est-il arrivé à cette collection incroyable? La grande majorité a tragiquement disparu. Démantelée, vendue pour le simple prix des pierres, quel gâchis! Des siècles de savoir-faire historique ont été effacés en un instant. Seules quelques rares pièces, comme la broche d'Aigues-Marines de leur fiançailles, ont miraculeusement survécu. Beaucoup d'autres se sont volatilisées, ne laissant derrière elles qu'une simple ligne sur un vieil inventaire. On revient donc au point de départ. Tout a commencé avec une broche. L'histoire tragique de Nikki et Alix est scellée par ces deux bijoux, témoins éternels de leur destin. C'est dans cet espace suspendu entre eux que s'écrit toute la légende de leur amour. Souvenez-vous, tout commence par cette petite broche en diamant qu'il lui offre alors qu'il n'est qu'un jeune garçon à Saint-Pétersbourg. Et c'est précisément là qu'est né un mythe magnifique, bien que sans doute un peu enjolivé par le temps. Une histoire tellement romantique qu'on brûle d'envie d'y croire de tout son cœur. La légende raconte que Nikki, le cœur brisé mais refusant de perdre espoir, a précieusement conservé cette broche pendant 10 longues années. Puis au printemps 1894, à Cobourg, le jour où elle accepte enfin sa demande en mariage, il la lui offre une seconde fois. Ce simple souvenir d'enfance était devenu le symbole sacré de leur destin commun. Dans cette version du récit, ce bijou unique devient son trésor le plus intime. C'est celui qu'elle évoque dans ses lettres, celui qu'elle gardait constamment auprès d'elle. Et tragiquement, ce serait un fragment de cette même broche fatidique qu'on aurait retrouvé parmi les cendres. C'est une pensée sublime, n'est-ce pas? Le genre de détail qui transforme la grande histoire en un véritable conte de fées. Mais la vérité, comme souvent, est sans doute un peu moins cinématographique, mais tout aussi émouvante. La plupart des historiens, en analysant les correspondances et les journaux intimes, pensent qu'il s'agissait en fait de deux broches différentes. Dans son journal, le jour de leur fiançailles, Alix écrit que Nikki lui a offert une jolie broche. Elle utilise un article indéfini, un détail qui change absolument tout. Elle n'aurait jamais écrit cela s'il s'était agi de ce fameux bijou si mémorable de leur enfance. Et au-delà des mots écrits, il y a la réalité matérielle de ces joyaux. Le cadeau d'un adolescent de 16 ans, même héritier du trône, n'était probablement qu'un gage d'affection modeste. Or, le fragment retrouvé dans les cendres de la mine appartenait à un bijou en diamant massif. Rien à voir avec une simple petite broche de jeunesse. Il est difficile d'imaginer ce modeste cadeau d'enfant se transformer en ce joyau imposant qu'une impératrice porterait comme un talisman précieux jusqu'à son dernier souffle. Alors quelle était cette fameuse broche dont on a retrouvé les restes dans les cendres? Les témoignages de ceux qui connaissaient l'impératrice ainsi que l'enquête elle-même désignent une autre pièce. Une broche offerte par Nikki en Angleterre durant cet été si heureux. C'est celle-là qui est devenue son véritable porte-bonheur. Le catalogue de l'enquêteur Nikolai Sokolov est formel. Parmi les objets récupérés sur le site de l'exécution, sous le numéro 52, figure un fragment de bijou serti de diamants. Une dame d'honneur confirmera plus tard l'évidence, c'était bien le vestige de cette broche précise, celle que l'impératrice ne quittait absolument jamais. Alors même si la légende de la broche du destin n'est qu'un mythe, la réalité n'en reste pas moins poignante. Cette histoire ne concerne pas un seul bijou, mais deux, et je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Préférez-vous la magie de la légende romantique avec sa broche unique, ou est-ce que la réalité de ces deux joyaux distincts raconte selon vous une histoire plus puissante? Et que dire de tous les autres cadeaux extraordinaires que Nicolas lui a offerts au fil des ans? Il mettait une attention incroyable dans chaque présent. Des œufs de Pâques si personnels qui retraçaient leur vie, jusqu'aux parures impériales qui épousaient parfaitement ses goûts. Pour finir sur une note un peu magique, si l'un de ces chefs-d'œuvre disparus comme la broche de la rose du couronnement, la magnifique tiare d'émeraude ou la couronne de perles de chez Boucheron pouvait réapparaître aujourd'hui dans un musée ou lors d'une vente, lequel rêveriez-vous de voir en vrai? J'ai hâte de lire vos réactions dans les commentaires juste en dessous. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage au cœur des coffres des Romanov vous a transporté, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Les bijoux finissent parfois par se taire, mais leurs histoires, elles, sont éternelles.